Ce n'est pas ma femme qui a avoué, c'est mon patron. Il me l'a dit droit dans les yeux, assis derrière son grand bureau en bois clair, dans son bureau vitré du 4e étage, avenue de la Grande Armée, pendant ce qui devait être mon entretien annuel. J'étais venu chercher une promotion. Je suis reparti avec l'aveu qui a explosé ma vie. Sur le moment, les mots n'ont pas vraiment atteint mon cerveau. Ils ont flotté quelques secondes dans l'air, comme une phrase en apesanteur, complètement déconnectée de tout ce que je voyais autour de moi. Les dossiers bien rangés, la tour Eiffel qu'on devinait au loin derrière les vitres, les plantes vertes soigneusement arrosées, l'écran de son ordinateur encore ouvert sur un tableau Excel. Tout avait l'air normal, sauf sa phrase. Je me tenais là, assis bien droit sur la chaise face à lui, en essayant d'avoir l'air sûr de moi, de montrer que j'étais prêt à passer au niveau supérieur, comme il disait. Costume bien repassé, chemise blanche, cravate qu'avait choisie Camille un soir avant un dîner, celle qui te donne l'air sérieux sans faire vieux, avait-elle dit en rigolant. Je croyais venir chercher une reconnaissance professionnelle. J'étais venu chercher l'approbation de l'homme qui dirigeait mon équipe depuis 5 ans, Marc Laurent, directeur régional, la cinquantaine élégante, montre suisse et sourire de cadre supérieur à l'aise dans tous les cocktails. J'avais sacrifié des soirées, des week-ends, des vacances pour lui prouver que j'en voulais, que j'étais prêt à faire ce qu'il fallait. Je n'avais jamais imaginé que ce serait lui qui me dirait ça. Julien, a-t-il commencé, avec une voix plus douce que d'habitude, avant de parler de ton année, il y a quelque chose de personnel que je dois te dire. Personnel. Le mot a laissé une tache dans l'air, comme une goutte de café sur une nappe blanche. Je me souviens avoir froncé les sourcils, légèrement. Derrière lui, les stores étaient à moitié baissés, dessinant des lignes de lumière sur ses diplômes encadrés et sur la photo de son dernier séminaire à Deauville. Mon reflet se mélangeait au sien dans la vitre, déformé par l'angle. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, sans vraiment me regarder. Ses mains étaient jointes devant lui, les jointures blanches, comme s'il retenait quelque chose qu'il avait peur de lâcher. « Ce que je vais te dire va te faire du mal, a-t-il murmuré, et je ne vois pas de façon élégante de le tourner, mais tu dois l'apprendre de moi. » J'ai pensé à un licenciement, à une réorganisation, à une plainte d'un client, à un mail envoyé au mauvais destinataire. Jamais à ça. Il a inspiré profondément, puis a lâché d'une voix presque plate, comme un médecin qui annonce un diagnostic grave. J'ai une relation avec Camille. Il n'a pas dit « j'ai couché avec ta femme » ou « je te trompe avec elle ». Il a dit « une relation », comme si c'était quelque chose de presque respectable. Mais le sens m'a quand même frappé à la figure. Sur le coup, j'ai cru mal entendre. Le silence qui a suivi n'était pas vraiment silencieux. Le bourdonnement de l'open space derrière la cloison vitrée, le cliquetis des claviers, un rire étouffé, le ronronnement discret de la clim. Tout continuait, comme si la scène que je vivais n'avait aucun impact sur le monde extérieur. Je le regardais, sans cligner des yeux, incapable d'aligner une pensée cohérente. « Pardon » ai-je fini par dire, plus par réflexe que par réelle demande d'explication. Il m'a soutenu du regard une seconde, puis 2, avant de baisser les yeux vers ses mains. « Je suis en relation avec Camille » a-t-il répété. « Ta femme. Depuis un certain temps. » Un rire m'a échappé, un truc sec, nerveux, qui m'a surpris moi-même. « C'est une blague ?» ai-je dit. « Vous faites un test psychologique, c'est ça? Un exercice d'empathie, un truc de management à la con? Vous allez me dire que tout ça est filmé pour une formation sur la gestion du stress, non ?» J'espérais presque voir un sourire apparaître au coin de sa bouche, une étincelle dans ses yeux, un « évidemment que je plaisante, Julien ». Rien. Seulement ses pupilles lourdes, remplies d'une fatigue que je ne lui avais jamais vue. « J'aurais aimé que ce soit une blague » a-t-il soufflé, « mais ce n'en est pas une. » Ma nuque s'est mise à chauffer. J'avais l'impression que quelqu'un avait déplacé les murs de quelques centimètres, que tout s'était resserré sans prévenir. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé, étonné par le calme de ma propre voix. « Environ 8 mois, a-t-il répondu sans détour. 8 mois. Le chiffre s'est planté en moi comme un clou. Octobre. Je me suis revu rentrer un soir de pluie, trempé, ordinateur sous le bras, en me disant que ce rythme allait bien finir par payer. Je me suis revu envoyer un SMS à Camille. « Je rentre tard, ne m'attends pas, mange sans moi ». Je me suis revu passer devant son bureau un vendredi, la voir sortir déjeuner seule en disant qu'elle avait des courses à faire. 8 mois. Pourquoi me le dire maintenant ? Ai-je demandé. Il a pris une longue inspiration, ses épaules se sont légèrement affaissées. « Parce que je n'arrive plus à faire semblant », a-t-il dit. «
parce que continuer à te recevoir ici, à te parler de ton avenir, de ta progression, tout en sachant ce que je faisais derrière ton dos, c'est insupportable. Ça l'a toujours été. Mais je me suis arrangé avec ça, jusqu'à ce matin. Sa voix n'avait plus rien de la fermeté habituelle, c'était presque celle d'un homme qui vient de se rendre au commissariat. « Camille est au courant que vous me le dites ?» ai-je demandé. Son silence a duré trop longtemps pour qu'il soit rassurant. « Non », a-t-il fini par admettre. Elle voulait arrêter. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus, qu'elle t'aimait, qu'elle ne pouvait pas te faire ça plus longtemps. Mais elle ne voulait pas te faire souffrir. C'est comme ça qu'elle l'a formulé. Je me suis raccroché à ce mot, arrêter, comme si on parlait d'un abonnement Netflix. Arrêtez de me tromper, mais sans me le dire, ai-je répété, en espérant que je ne découvre jamais rien. Je ne cherche pas à la défendre, a-t-il ajouté précipitamment, ni à me défendre d'ailleurs. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Je ne viens pas chercher la compréhension, encore moins le pardon. Je viens seulement te redonner la vérité qui aurait dû t'appartenir dès le premier jour. Il parlait comme on rédige un mail d'aveu bien formulé, presque propre, avec des phrases préparées dans sa tête. Ça m'a donné la nausée. Et mon poste là-dedans, ai-je lâché? Les promotions repoussées, les responsabilités que je n'ai jamais eues alors que vous me disiez que j'étais sur une bonne trajectoire, c'était quoi? De la culpabilité déguisée en management? Il a fermé les yeux une seconde. « Tu es bon dans ce que tu fais », a-t-il dit. « Très bon même. Mais oui, parfois je t'ai tenu à distance. Inconsciemment au début, consciemment ensuite. Te voir réussir, te mettre davantage sous les projecteurs, être celui qu'on félicitait, alors que je savais ce que je te faisais, c'était insoutenable. Alors j'ai fait ce que font les lâches. Je t'ai freiné, en espérant que ça atténue ma honte. » Un rire froid m'a échappé. Donc, pour résumer, ai-je dit, vous couchez avec ma femme, vous ralentissez ma carrière et vous m'expliquez ça comme si vous décriviez un cas d'école à un séminaire de leadership. Julien, tu as le droit de porter plainte, d'aller voir les ressources humaines, d'en parler à qui tu veux. Je ne chercherai pas à me défendre, je suis prêt à démissionner s'il le faut. Il disait ça avec une sorte de noblesse triste qui m'a donné envie de lui hurler dessus. Comme s'il se réservait encore le droit de choisir comment il allait tomber. Mais je n'ai pas crié, j'avais envie de vomir, c'est tout. « Est-ce que c'est fini ?» ai-je demandé. « Entre vous, je veux dire ?» Il a hoché la tête. « Oui, depuis la semaine dernière. 1 semaine. Je me suis vu encore, 2 soirs plus tôt, dans notre salon du 15e, Camille allongée contre moi sur le canapé, la tête posée sur ma poitrine, en train de me parler vaguement d'un projet de week-end en Bretagne. Je me suis revu lui caresser les cheveux, en pensant que, malgré la fatigue, il y avait encore des choses à réparer entre nous. Elle sortait à peine de 8 mois de double vie, et moi, je ne voyais qu'un peu de distance conjugale. « Je vais m'en aller », ai-je fini par dire. Il s'est levé, comme pour m'escorter, puis s'est ravisé. « Si tu te sens trop secoué pour conduire, tu peux rester dans une salle de réunion, appeler quelqu'un, ne prends pas de risque. » Sa sollicitude sonnait faux, mélangée à sa culpabilité. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti de son bureau. L'open space n'avait pas changé. Les écrans, les mugs, meilleurs collègues du monde, les plantes en plastique, les dossiers empilés. Seule chose différente, moi. Je sentais des regards sur moi. Peut-être était-ce seulement une impression. Est-ce qu'ils savaient? Est-ce que quelqu'un soupçonnait quelque chose? 2 collègues ont levé la tête, prêts à me dire bonjour, puis se sont ravisés en voyant ma tête. Je ne me suis pas arrêté à mon bureau. J'ai pris mes clés dans la poche de ma veste et j'ai traversé les couloirs comme un passager qui abandonne son train en marche. Dans l'ascenseur, mon reflet dans l'acier brossé m'a presque fait peur. J'avais l'air vidé, mes yeux étaient trop grands, mes traits tirés, comme si j'avais vieilli de 10 ans en 15 minutes. En sortant sur le trottoir, l'air parisien m'a giflé le visage. Le bruit des voitures sur la place, les scooters qui zigzaguaient, les klaxons, les touristes qui prenaient des photos en marchant, tout continuait. La vie n'avait pas décidé de se suspendre par respect pour ma catastrophe. Ma voiture était garée un peu plus bas, près d'un passage piéton. Je m'y suis dirigé machinalement, comme si mon corps connaissait le chemin indépendamment de moi. Une fois assis au volant, je n'ai pas mis le contact tout de suite. Je me suis contenté de poser les mains sur le cuir et de fixer le pare-brise. Mes doigts tremblaient. Je n'avais pas encore pleuré. J'étais trop loin de la tristesse. J'étais dans ce couloir étroit entre le déni et la prise de conscience complète. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Camille. « Ça va? T'as l'air bizarre ce matin. »
J'ai regardé l'écran sans répondre. Je me suis demandé si, à cette heure-là, elle savait déjà que Marc avait parlé. Est-ce qu'il l'avait prévenue ou est-ce qu'elle était juste inquiète parce que je ne répondais pas comme d'habitude? Je n'avais pas envie de le savoir. Pas encore. J'ai démarré sans vraiment réfléchir à ma destination. Je ne pouvais pas rentrer à l'appartement, pas maintenant. L'idée de franchir la porte, de la voir, de faire comme si de rien n'était, était insupportable. Et l'idée de ne pas faire semblant était encore pire. Alors j'ai roulé. J'ai quitté les grands boulevards, laissé derrière moi l'Arc de Triomphe, traversé des ponts, pris des rues que je connaissais à peine. Mes mains tournaient le volant presque seules. Au bout de 20 minutes, je me suis retrouvé près de la Seine, côté rive gauche, pas loin du pont de Bir Hakeim, là où j'allais parfois m'asseoir quand le boulot me dépassait. Je me suis garé tant bien que mal et j'ai descendu les marches de pierre jusqu'au quai. L'eau avançait tranquillement, verdâtre, indifférente à tout. Les bateaux-mouches passaient de temps en temps, plein de gens qui prenaient des photos, qui regardaient les façades haussmanniennes, qui commentaient la beauté de Paris. Personne ne me regardait, moi, petit point anonyme sur le bord du fleuve. Je suis resté debout un moment, les mains dans les poches, à fixer la surface du fleuve, comme si j'attendais qu'une réponse écrite y apparaisse. Ce n'est qu'au bout de plusieurs minutes que j'ai senti mon téléphone vibrer encore. 3 messages de plus de Camille. « Tu peux m'appeler, je m'inquiète vraiment, t'es où ?» Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je me suis assis sur un banc, dos au mur, face à l'eau. Ma mémoire s'est mise à rembobiner d'elle-même, comme si quelqu'un appuyait sur retour rapide dans ma tête. Je me suis revu la première fois que j'ai vu Camille, à une soirée dans un bar à Oberkampf. Une amie en commun nous avait présenté. Elle riait fort, parlait avec les mains, commandait du vin rouge dans des endroits où tout le monde prenait de la bière. Elle avait ce genre de présence qui remplit une pièce. On avait parlé jusqu'à la fermeture, du cinéma français, de voyages, de ce qu'on voulait éviter de devenir à 35 ans. Je m'étais dit que si un jour je me mariais, j'aimerais que ce soit avec quelqu'un comme elle. 2 ans plus tard, on se disait oui dans une petite mairie du 11e. Tout ça me paraissait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était pas Camille, c'était Claire, ma sœur. Je l'ai regardée vibrer, puis j'ai décroché. « Julien ?» Sa voix était un mélange de douceur et d'inquiétude. « Ça va ? Camille m'a appelé, elle est paniquée, tu réponds pas, qu'est-ce qu'il se passe ?» Je n'ai pas parlé tout de suite. Comment résumer ça en une phrase ? « Je suis au bord de la Seine », ai-je fini par dire. « D'accord, et pourquoi t'es au bord de la Seine à 11 h du matin en plein milieu de ta journée de boulot ?» J'ai inspiré doucement. L'air sentait un peu le gasoil et l'eau stagnante. « Parce que j'ai appris quelque chose, ai-je dit. Quelque chose de gros. Tu me fais peur là, c'est grave ?» Camille me trompe. Le silence de l'autre côté a été brutal. « Pardon ?» a-t-elle fini par souffler. Et pas avec n'importe qui, avec Marc, mon patron. Je l'ai entendu jurer à mi-voix, chose qu'elle ne faisait presque jamais. « T'es sûr ?» C'est lui qui me l'a dit. Elle a pris une inspiration courte. « Il t'a dit ça comme ça, en face, et toi t'es parti sans rien dire à Camille ?» Je ne pouvais pas tout de suite. « Est-ce que tu veux que je vienne te chercher ?»« Non. »« Julien, j'ai besoin d'être seul un moment, Claire. Juste un peu. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire de conneries. Je suis juste vidé. Tu devrais quand même pas rester tout seul avec ça. Je te promets que je t'appelle si ça ne va pas, d'accord ?» Elle a laissé passer quelques secondes, puis elle a soupiré. « D'accord, mais tu me promets vraiment. Je te promets. » On a raccroché. Je suis resté encore un moment sur ce banc, à regarder les péniches passer, à me demander à quel moment exactement ma vie avait déraillé. Est-ce que c'était le soir où j'avais accepté de rester juste 1 heure de plus pour finir un rapport ? Est-ce que c'était la première fois où Marc lui avait proposé un café pour discuter de comment elle vivait mon engagement au travail ? Est-ce que c'était simplement le jour où j'avais cessé de remarquer ses silences ? Au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à faire là, à part me dissoudre lentement dans mes pensées. Alors je me suis levé et je suis remonté vers la voiture. Je savais que je ne pouvais pas fuir indéfiniment. Il y a des choses qui finissent par vous rattraper, même si vous courez très vite. Le trajet jusqu'à l'appartement m'a paru à la fois très court et interminable. En montant la rue, j'ai reconnu les façades, les mêmes boulangeries, la même laverie, le même fleuriste. Rien n'avait changé, sauf moi. Quand je suis arrivé devant notre immeuble, j'ai eu un moment d'hésitation au pied de l'escalier. J'ai posé la main sur la rampe froide et je me suis demandé si j'étais prêt à entendre sa version, à voir ses yeux pendant qu'elle nierait peut-être ou qu'elle confirmerait tout.
J'ai monté les marches quand même. La porte de l'appartement n'était pas fermée à double tour, comme d'habitude. J'ai tourné la clé, suis entré dans l'entrée. L'odeur de notre lessive, un reste de café, un parfum que je connaissais trop bien. Camille était dans le salon. Elle s'est levée d'un bond en me voyant. « Tu es enfin là » a-t-elle lancé, soulagée et paniquée à la fois. « Tu ne répondais pas, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Je me suis contenté de la regarder. Elle portait un jean et un vieux pull que je lui connaissais depuis longtemps. Les yeux légèrement rouges, comme si elle avait pleuré. « Il m'est arrivé quelque chose » ai-je dit. Son visage a changé, les muscles de sa mâchoire se sont contractés, son regard s'est mis à courir sur mon visage comme si elle cherchait une blessure visible. « Qu'est-ce que... » Je viens de passer 1 heure dans le bureau de Marc, ai-je coupé. Son souffle s'est figé. C'était léger, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Ses épaules se sont raides, ses doigts, qui tenaient encore son téléphone, se sont crispés. « Qu'est-ce qu'il t'a dit » a-t-elle demandé, beaucoup trop vite. Je me suis assis sur le canapé. Il n'y avait plus de marche arrière possible. « Que tu as une relation avec lui depuis 8 mois. » Elle a porté une main à sa bouche. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanément. « Il n'avait pas le droit, » a-t-elle murmuré. « Il m'avait dit qu'il gérerait ça. » « Gérer ça » ai-je répété, comme une erreur de facturation. Elle s'est laissée tomber dans le fauteuil en face de moi. Ses mains tremblaient. « Je voulais que ça s'arrête, » a-t-elle dit, la voix brisée. Je lui ai dit que je ne pouvais plus, que je te détruisais, que je me détruisais aussi. Je ne voulais pas que tu la prenais comme ça. Donc, dans ton scénario idéal, tu arrêtais, tu revenais vers moi comme si de rien n'était, et je ne savais jamais rien. Elle a fermé les yeux, des larmes ont roulé sur ses joues. Oui, a-t-elle soufflé, je sais que c'est horrible de le dire comme ça, mais oui, je voulais que ce soit un mauvais chapitre qui se referme, sans tout gâcher. Tu as déjà tout gâché. Elle a hoché la tête, incapable de le nier. « Pourquoi lui » ai-je demandé. « Pourquoi mon patron, Camille ? Il y a des milliers de cons dans cette ville. Pourquoi celui qui signait mes augmentations ?» Elle a inspiré profondément, comme quelqu'un qui va plonger. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Tiens, je vais coucher avec Marc », a-t-elle dit. Au début, il m'écoutait. Il me demandait comment je vivais tes horaires de fou, ton stress, tes absences. Il me disait que tu étais brillant, mais qu'il avait peur que tu t'épuises. On a commencé à parler de toi, puis de moi, puis de tout le reste. Et un jour, c'est arrivé. Comme ça, ai-je dit, magiquement. Elle a secoué la tête en sanglotant. Non, il y avait des regards, des sous-entendus, des moments où j'aurais dû partir. Mais je restais parce qu'il me faisait me sentir importante, visible, désirée. Et toi, tu rentrais tard, épuisé, tu t'endormais sur le canapé, tu répondais « On en parlera ce week-end à tout ». T'aurais pu me le dire, ai-je répondu. T'aurais pu me dire « Julien, je souffre, on va droit dans le mur ». Au lieu de ça, t'as pris le mur avec un autre. Elle s'est recroquevillée sur le fauteuil. Je sais, je n'ai aucune excuse. Elle a répété cette phrase 3 fois. Je n'ai pas cherché à la rassurer. Ce n'était pas mon rôle. « Est-ce que tu l'aimes » ai-je demandé. Elle a relevé la tête, abasourdie. « Non, non, Julien, je ne l'aime pas. Je t'aime, toi. » Un rictus amer m'a échappé. Curieuse définition de l'amour. « Je t'aime » a-t-elle insisté, comme si les répéter pouvait les rendre vrais à nouveau. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'était comme une bulle, un endroit où je fuyais ma frustration, mon sentiment de passer au second plan. Je sais que c'est lâche, je sais, mais ce n'était pas de l'amour. C'était quoi alors ? Elle a pris un temps avant de répondre. C'était l'impression de ne plus être transparente, a-t-elle dit. Dans cette histoire, j'ai été lâche, égoïste, infidèle, tout ce que tu veux, mais je ne mens pas quand je te dis que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis levé, rester assis en face d'elle me donnait la sensation de manquer d'air. Elle a fait un geste vers moi, comme pour attraper ma main, puis s'est ravisée. « Tu vas où » a-t-elle demandé, la panique remontant d'un coup. « Je sors. Tu vas chez Claire ?»« Je ne sais pas encore. »« Reste, s'il te plaît, pas ce soir, pas comme ça. » Je ne peux pas dormir à côté de toi en sachant ce que je sais maintenant, Camille. Je ne peux pas m'allonger dans ce lit, fermer les yeux et faire comme si les 8 derniers mois n'existaient pas. Elle s'est levée à son tour, les yeux suppliants. On peut aller voir quelqu'un, un thérapeute, on peut essayer de reconstruire. Je ferai tout ce qu'il faut, je changerai de boulot, je couperai tout contact avec lui,
Ce n'est pas une liste de choses à cocher, ai-je répondu. Ce n'est pas une fuite d'eau qu'on répare en appelant un plombier. Tu comprends ça? Elle a éclaté en sanglots. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle balbutié. Je te demande juste de ne pas prendre une décision définitive sur un coup de choc. Donne-nous au moins le droit à une réflexion. Ne jette pas 10 ans à la poubelle en une soirée. Tu les as jetés, toi, il y a 8 mois, ai-je répondu doucement. Je suis juste en train de ramasser les morceaux. Je suis allé jusqu'à l'entrée. Je n'ai pas pris de valise, juste mes clés, mon portefeuille, mon téléphone. Elle m'a suivi. « Julien, s'il te plaît, dis-moi au moins que tu vas revenir. » Je sortirai peut-être, je ne reviendrai pas ce soir. Pour le reste, je n'en sais rien. Je t'en supplie, ne me laisse pas seul avec ça. Tu as été seul avec ça pendant 8 mois. Tu peux tenir une nuit. La phrase est sortie plus dure que je ne l'aurais voulu, mais je ne l'ai pas retirée. Je suis parti. J'ai roulé longtemps sans objectif clair. Finalement, j'ai fini par prendre une chambre dans un hôtel anonyme près de la porte de Versailles. Un ibis comme un autre, chambre standard, couette blanche, lampe minimaliste, tableau abstrait générique au mur. L'endroit parfait pour n'être personne. Assis sur le bord du lit, j'ai regardé mon téléphone. Appel manqué, message. Camille, encore et encore. Je suis désolé, je n'arrête pas de vomir, je n'arrive pas à respirer. Tu me manques, je t'aime. Je n'ai répondu à rien. Je me suis allongé sans enlever mes vêtements, les yeux fixés sur le plafond. La colère a fini par dépasser le choc. Une colère froide, lucide, qui ne crie pas mais qui voit clair. Marc avait joué au mentor, au manager bienveillant, tout en prenant ce qu'il voulait chez moi. Camille avait pris ce qu'elle avait besoin de ressentir sans regarder ce que ça détruisait. Et moi, j'avais été trop occupé à vouloir assurer notre avenir pour voir que notre présent s'effritait. Je ne me dédouanais pas, mais je ne me condamnais pas non plus. Il y a une différence entre être imparfait et trahir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi, allongé, à laisser les idées tourner comme des voitures sur le périphérique. À un moment, le sommeil m'a happé, brutal, sans rêve dont je me souvienne. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec cette seconde où l'esprit est encore vierge, avant que la réalité ne retombe. Puis elle est retombée d'un coup. J'étais dans un lit d'hôtel, pas chez moi. Ma vie conjugale était éventrée, mon patron était mon rival, et moi j'étais cet homme qui, à 34 ans, découvrait que la fidélité n'était pas un acquis, mais un choix renouvelé chaque jour par 2 personnes. J'ai pris une douche, je me suis rasé avec le kit minuscule de l'hôtel, j'ai bu un café trop amer à la machine du hall. Puis j'ai repris la voiture. Sur le chemin du retour, j'ai décidé que je ne laisserais pas la colère tout décider. Je voulais entendre jusqu'au bout ce qu'elle avait à dire. Pas pour excuser, pas pour minimiser, juste pour avoir tous les morceaux du puzzle. Quand je suis entré dans l'appartement, l'air était lourd. Camille était assise à la table de la cuisine, un mug froid devant elle, les yeux cernés. Elle s'est levée aussitôt. « Tu es revenu » a-t-elle dit, comme si c'était déjà une victoire. « Assieds-toi » ai-je répondu. Elle a obéi, docile. Moi aussi je me suis assis. La distance entre nous était presque comique, dans cette petite cuisine où on avait partagé tant de petits déjeuners en chaussettes. « Je veux que tu répondes à tout, honnêtement, » ai-je dit, sans tourner autour du pot, sans chercher à me protéger. « D'accord. Tu m'as dit hier que tu voulais arrêter, que tu avais prévu d'arrêter. Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ?» Elle s'est frotté le front. « J'ai essayé, » a-t-elle dit, 2 fois. Je lui ai dit que c'était terminé, que je ne pouvais pas continuer. À chaque fois, il respectait quelques jours, puis il est revenu, avec des messages, des rendez-vous au café, des « juste pour parler ». Et moi, au lieu de couper net, je répondais. Je suis retombé dedans comme une idiote. Tu pouvais bloquer son numéro, je sais. Tu pouvais démissionner, je sais. Tu pouvais venir me voir et tout me dire. Elle a serré les lèvres. Là non, a-t-elle murmuré. Ça, je n'ai pas pu. J'avais trop honte et j'avais trop peur de te perdre. Tu m'as perdu le jour où tu as commencé, ai-je dit. Le reste, c'est juste du délai. Elle a hoché la tête. Chaque mot la frappait, mais elle ne se défendait plus. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant? Non. Pas une amie, pas ta sœur, personne. Personne. Je ne supportais déjà pas de le savoir moi-même. Je ne me voyais pas le dire à quelqu'un. Si Marc ne m'avait rien dit, est-ce que tu m'aurais avoué un jour? Elle a respiré comme quelqu'un qui va plonger dans une eau glacée. Non. Je n'étais pas surpris, mais l'entendre le dire a mis une forme définitive à quelque chose que je sentais déjà. « Merci » ai-je juste répondu, « c'est honnête. » Elle a éclaté en larmes.
Est-ce qu'il y a une chance pour nous a-t-elle demandé. Même une petite. Est-ce que tu peux imaginer, je ne sais pas, un futur où on ne se sépare pas? Je l'ai regardé longtemps. Ses yeux, ses traits que je connaissais par cœur, son visage que j'avais embrassé des centaines de fois. Et en même temps, j'avais l'impression de voir une inconnue, une femme capable de vivre 8 mois entre deux vies sans se briser. Je ne sais pas, ai-je répondu finalement. Je ne sais pas encore ce que je peux ou ne peux pas, pardon. Je sais juste que je ne peux pas te dire aujourd'hui, oui, on va s'en sortir, parce que ça serait mentir. Et je refuse qu'on ajoute un mensonge de plus à cette histoire. Tu veux qu'on se sépare? Je veux qu'on arrête de faire semblant de savoir ce qu'on veut dans l'instant où tout vient d'exploser, ai-je dit. Je vais partir quelque temps, chez Claire peut-être, ou ailleurs. Je ne veux pas qu'on se voie tous les jours, qu'on se croise dans le couloir, qu'on se parle des courses ou des factures comme si on était juste un couple en crise. On n'est pas un couple en crise. On est un couple où l'un a laissé entrer quelqu'un d'autre dans le lit, dans le salon, dans notre histoire. C'est différent. Et toi? A-t-elle demandé dans un souffle. Tu te reproches quelque chose? La question était inattendue, mais pas absurde. Bien sûr que oui, ai-je dit. Je me reproche d'avoir été sourd, d'avoir cru que le travail réglerait tout, d'avoir reporté nos conversations, nos week-ends, nos projets. Je ne suis pas une victime, Camille. Je suis un type qui a cru que donner plus d'argent, plus de sécurité, plus de stabilité, c'était forcément donner plus d'amour. Je me suis trompé. Mais il y a une différence entre se tromper dans la façon d'aimer et sortir sciemment de l'histoire sans prévenir l'autre. Elle a hoché la tête, en silence. Je me suis levé. J'avais l'impression d'avoir dit l'essentiel. Le reste ne viendrait pas d'un seul coup. « Tu vas où » a-t-elle murmuré. « Chez Claire pour commencer. Ensuite, je verrai. Est-ce que je peux t'appeler ? Pas pour me dire que tu es désolé, ça je l'ai entendu. Si tu as quelque chose de nouveau à dire, quelque chose de vrai que tu ne t'es pas encore avoué à toi-même, alors tu peux m'appeler. Mais sinon, laisse-moi respirer. » Je suis allé dans la chambre, j'ai pris un sac, quelques vêtements, ma trousse de toilette. Chaque objet que je glissais dedans me rappelait un moment partagé. Une chemise offerte à Noël, un t-shirt acheté ensemble en vacances, un parfum choisi à deux. J'avais l'impression de voler ma propre vie. Quand je suis revenu dans le salon, elle était debout, au milieu de la pièce, comme si elle ne savait plus où se mettre. « Je suis vraiment désolée, Julien », a-t-elle répété une dernière fois. Pas d'avoir été malheureuse, ça je pense que tu dois le savoir, mais d'avoir choisi la pire façon du monde de le gérer. Je le sais déjà, ai-je dit. Je me suis arrêté près de la porte. Je ne peux pas te promettre que je reviendrai, ai-je ajouté. Je ne peux pas te promettre que je ne reviendrai pas non plus. Ce que je peux te promettre, c'est que la décision que je prendrai ne sera pas un réflexe de blessure. Ce sera quelque chose que j'aurai regardé en face, comme je regarde ce que tu as fait. Elle a hoché la tête lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. « Je t'attendrai » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte, suis sorti sur le palier, refermé derrière moi. L'escalier sentait toujours le même mélange de poussière et de lessive. En descendant, je me suis dit que je n'étais plus le même homme que celui qui était monté ici la veille. Il y a des moments dans une vie qui la coupent en deux. Pour moi, ce moment-là avait commencé dans un bureau vitré, quand un patron m'avait dit qu'il couchait avec ma femme. En arrivant dans la rue, l'air était frais, le ciel étrangement lumineux. Paris continuait à vivre, comme la veille et comme le lendemain. Une femme promenait son chien, un gamin en trottinette râlait contre sa mère, un bus passait en soufflant. Tout cela me paraissait à la fois insignifiant et profondément rassurant. Je ne savais pas si je pardonnerais un jour, je ne savais pas si je construirais autre chose, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Je ne savais même pas si, en racontant cette histoire un jour, je serais celui qui aurait l'air du gentil ou seulement celui qui n'a rien vu. Je savais une chose pourtant. À partir de ce matin-là, je ne laisserai plus jamais quelqu'un d'autre raconter mon histoire à ma place.